Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h en compagnie de Xavier Leguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Autour de la table également aujourd'hui avec nous Thomas Scarpellini. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes juriste et puis nous accueillons également Aymeric Guisset. Bonjour. Secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. On va débattre de tous ces thèmes d'actualité. Aujourd'hui, on a beau être le 5 août, l'actualité est plutôt chargée, vous allez le voir. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'information de ce vendredi avec Mathieu Rio. Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint ce matin son épouse Isabelle dans leur maison à Giverny dans l'Eure. L'ancien maire de Levallois-Perret est apparu devant la presse amaigri. Il s'est dit soulagé après 5 mois d'incarcération à Fleury-Mérogis. Hier, la cour d'appel de Paris avait accepté sa demande d'aménagement de peine. Un policier blessé après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrocher à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. 2 individus ont été interpellés. Les exportations de céréales ukrainiennes se poursuivent. 3 nouveaux chargements sous pavillon neutre ont quitté l'Ukraine ce matin. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc de la Défense. Les cargos chargés de maïs desserviront la Turquie, l'Irlande et l'Angleterre. Des nouvelles du beluga, ce cétacé qui avait été repéré mardi dans la Seine. L'animal est affaibli, dans un état jugé préoccupant selon la préfecture de l'Eure. Les autorités ont tenté de le rediriger en vain vers l'embouchure de la Seine. L'urgence est pour l'heure de le nourrir. C'était l'essentiel de l'information à 11 h. Place à votre chronique santé. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Alors, il s'agit de taches pigmentées sur le visage chez les femmes enceintes qui apparaissent après une exposition au soleil. Alors, à quoi sont-elles dues ces taches? En fait, vous le savez, les ultraviolets vont provoquer la réaction de bronzage que l'on connaît en agissant comment? En agissant sur des cellules que l'on appelle les mélanocytes qui vont libérer un pigment que l'on appelle la mélanine et qui va venir comme ça libérer ce petit pigment sur toute la peau. C'est ce qui va donner la couleur de notre bronzage, par exemple. C'est une réaction de défense contre les rayonnements. Or, pendant la grossesse, les hormones féminines, les estrogènes et la progestérone vont favoriser l'activité de ces mélanocytes, de ces cellules qui produisent ce pigment foncé. Donc, on peut avoir pendant la grossesse des taches. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun masque de grossesse qui ressemble à un autre masque de grossesse. Ni sur la couleur, sur l'intensité de la couleur, ni sur l'étendue des taches. Généralement, on en a au niveau du front. Là, ça fait sur le visage comme des ailes de papillon, là, au niveau des pommettes. Ça touche quand même, c'est très fréquent, ça touche 75% des femmes lors du dernier trimestre de la grossesse, entre le 4e mois et le 9e mois. Alors, que faire pour s'en protéger? Déjà, demandez à votre maman si elle a déjà eu, elle aussi, un masque de grossesse. On l'appelle aussi cloasma ou mélasma. Demandez à votre maman si elle a souffert, enfin si elle a eu un masque de grossesse pendant sa grossesse, donc. Et puis surtout, protégez-vous, puisque ce sont les rayonnements solaires qui provoquent cette réaction. Donc, on met de la crème 50 et plus, on met des chapeaux à large bord, on porte des grosses lunettes de soleil afin de se protéger. Et s'il s'est quand même développé, malgré toutes ces précautions, ne vous inquiétez pas, généralement, ça disparaît dans les quelques mois qui suivent l'accouchement. Si au bout de 6 mois, ça n'a toujours pas disparu, allez consulter un dermatologue car il existe des solutions. Soit des crèmes dépigmentantes à passer régulièrement, soit éventuellement un petit peeling. Et je suis désolée, je vais terminer sur une mauvaise nouvelle. Mais si, à votre première grossesse, vous avez déjà développé un masque de grossesse, faites attention, car sur les suivantes, vous risquez aussi de développer un masque de grossesse. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
Voilà, il est 11h04, on entame nos débats. On en a pas mal à proposer, justement, à nos invités. Messieurs, on va vous faire réagir tout d'abord sur cette information de la matinée. Patrick Balkany, qui est donc sorti de prison discrètement ce matin, après 5 mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. L'ancien maire LR de Levallois-Perret a été donc libéré. C'est la Cour d'appel de Paris qui a accédé à sa demande d'aménagement de peine. Il a depuis rejoint sa résidence de Giverny dans l'Eure. On va retrouver justement notre journaliste Reda Emrabit. Bonjour Reda, vous avez donc pu entendre la première réaction de Patrick Balkany, les commentaires de sa femme également. Effectivement, le couple Balkany qui réside ici à Giverny, c'est le cas pour sa femme depuis le mois de juin dernier, et donc Patrick Balkany qui a franchi les portes de ce moulin aux alentours des 10h du matin. Patrick Balkany qui, pour le rappel des faits, a donc été incarcéré pendant 5 mois depuis le mois de février dernier. Lui qui avait manqué à ses obligations lors de sa première libération conditionnelle. Il est donc désormais libre et sans bracelet électronique. Là aussi, c'est une information importante. Patrick Balkany qui avait déjà demandé une nouvelle liberté conditionnelle au mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée par le tribunal d'Évry avant que le parquet d'Évry ne fasse appel de la décision, estimant que l'ancien maire de Levallois-Perret n'avait payé que 7 000 € sur les 4 millions qu'il devait à l'administration fiscale. Il est donc libre depuis la décision de la Cour d'appel de Paris qui a donc confirmé ce qui s'était passé en première instance. Je vous propose d'écouter Patrick Balkany concernant les conditions de sa détention. Écoutez, je me sens surtout soulagé. J'ai 2-3 choses à vous dire. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais isolé, seul. J'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens. C'est très fatigant. On n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin, ça hurle, ça tape. Bon, voilà, je peux vous dire que pour un homme de mon âge, pour n'importe quel... c'est difficile, voilà. Et puis soulagement aussi pour Isabelle Balkany, donc elle qui est en proie à différentes difficultés de santé, qui s'est estimée heureuse de retrouver son mari. Le bonheur n'a pas de mots, nous a-t-elle dit à notre micro. On a pu aussi retrouver le couple tout à l'heure, prendre un café avec nous, exprimant sa satisfaction, son soulagement. Et pourtant, il y a d'autres affaires judiciaires sur lesquelles va devoir se pencher le couple médiatisé, eux qui ont déjà été condamnés pour fraude fiscale il y a 3 ans désormais. Merci beaucoup Reda, merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Alors on a entendu, on a déjà vu le nouveau visage aussi d'un Patrick Balkany, cheveux longs, amaigri évidemment après 6 mois d'incarcération. Il décrit des conditions, il nous l'a dit, Thomas Carpellini, il était isolé, manque de sommeil. Bon, il décrit finalement les conditions que vivent tous les détenus français. Et encore, Patrick Balkany a eu de la chance, entre guillemets, dans son malheur. C'est qu'à mon avis, pour ne pas avoir vu de détenu pendant 6 mois, c'est qu'il a dû être dans une cellule spéciale, ce qu'on appelle les cellules VIP, c'est-à-dire pour tous les personnes incarcérées qui peuvent avoir un risque pour leur danger, pour leur santé, en raison d'une célébrité ou d'un fait particulièrement grave qu'ils auraient pu commettre. Ce qui est certain, c'est que finalement, l'affaire Balkany, en soi, qu'est-ce qu'elle relève? Quelle est la problématique que doit soulever l'affaire Balkany? C'est la question de la cohérence des peines par rapport à la criminalité qu'on appelle la criminalité financière. Est-ce que finalement, c'est bien cohérent de mettre en prison quelqu'un qui a détourné de l'argent, quelqu'un qui a commis un abus de bien social ou quelqu'un qui a fait de la corruption? Et là, on arrive sur un problème de justice évident, de philosophie de la justice, c'est que l'opinion populaire réclame l'incarcération de ces personnes, parce que c'est une question de moralité. On veut que ces personnes soient des exemples, ils ont été des élus, des grands patrons, ils doivent être condamnés, ils doivent aller en prison, alors qu'ils n'ont pas commis ce qu'on appelle communément des crimes de sang ou de la grande délinquance. La deuxième problème, le ricochet de cet avis, c'est est-ce que c'est bien cohérent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça permet la réinsertion, c'est-à-dire tout ce qui doit englober la décision judiciaire et la décision pénale? Et ça pose question. Est-ce que dans le cas de Patrick Balkany, qui a un âge, je crois, très avancé, qui est une personnalité connue, est-ce qu'il va fuir à l'étranger? Est-ce que l'incarcération était vraiment motivée? Les magistrats ont, dans un premier temps, estimé que oui, avec un mandat de dépôt le jour même du jugement. La Cour d'appel de Paris a décidé que non.
l'aléa judiciaire. Et puis il y a eu des manquements surtout à ce que la justice lui avait préconisé. Hier sur ce plateau, certains invités qui ne souhaitaient pas plus que ça commenter cette libération conditionnelle qu'on connaissait et mettaient toutefois un souhait que Patrick Balkany reste discret, que le tumulte médiatique auquel le couple nous avait habitués prenne fin. On y est là avec ces déclarations ce matin, selon vous, David Le Gall ? Écoutez, c'est des gens qui sont très connus, effectivement, qui ont l'habitude de la lumière, qui ont l'habitude de faire du bruit, qui sont quand même ces deux personnalités assez hors du commun, qui sont à la fois extravagantes sur un plan presque people et qui sont aussi des personnalités politiques qui ont été longtemps des personnalités politiques de premier ordre. Et Maître Scarpellini a raison, c'est une analyse très juste de voir que la question de l'exemplarité justement des élus, surtout quand ça a été des élus de premier plan comme eux, c'est quelque chose auquel les gens sont attachés, mais il y a la théorie et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est un pays qui est quand même gangréné par la délinquance et la criminalité violente, c'est un pays qui manque de places de prison, c'est un pays où on relâche des multirécidivistes, des criminels sexuels, des gens violents. Et effectivement, c'est toujours surprenant de voir que quelqu'un qui ne représente pas du tout un danger pour la société se retrouve privé de liberté à titre d'exemple, on va dire, alors que des gens qui sont potentiellement dangereux et qui peuvent commettre des agressions ou des crimes sexuels, là, pour le coup, sont dehors. Donc, effectivement, la libération de Patrick Balkany au regard de ces éléments-là est quelque chose de compréhensible et logique. Aymeric Guisset, il ne faut cependant pas délivrer le message, comme le rappelait tout à l'heure Thomas Scarpellini, qu'on puisse frauder le fisc impunément toute sa vie, pratiquement. Oui, bien entendu, les élus ont un devoir d'exemplarité. Et s'ils enfreignent la loi, ils doivent payer leurs dettes à la société. Dans le cas d'espèce, il y a une question, est-ce que la prison était nécessaire ? Est-ce que le but de la prison, pour le rappeler, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire des individus qui sont des dangers pour la société ? Est-ce que dans son état de santé, Patrick Balkany représentait une menace et était en état de recommettre des méfaits ? Vraisemblablement non. Et c'est a priori ce que le juge a décidé également, puisqu'il est remis en liberté et bénéficie d'un allègement de peine, d'un aménagement de peine en raison de son état de santé. Donc c'est plutôt cohérent. On rappelle en plus qu'il est visé par d'autres enquêtes. Il n'y a pas que la fraude fiscale, donc le feuilleton Balkany n'est peut-être pas terminé. On en vient à présent à la sécheresse qui touche tout le territoire français. La sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. Le phénomène fait craindre de plus en plus de pénurie d'eau potable pour les particuliers. Il inquiète aussi fortement les agriculteurs. Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise. Qu'est-ce que cela signifie ? On y reviendra dans quelques instants. D'abord, regardez la carte. Le constat est implacable. 26 départements sont en vigilance orange sécheresse et elle touche, donc vous le voyez, de nombreuses communes, de nombreux villages. On est en direct avec René Hugo, maire de la commune de Seillan. Merci beaucoup de faire partie de nos invités. Bonjour à vous. Quelle est la situation dans votre commune ? Eh bien, c'est ma commune, mais c'est aussi la communauté de communes que je préside qui est concernée, puisque chez nous, nous avons les premiers signes inquiétants et depuis avril, nous ravitaillons un quartier de la commune avec des camions-citernes. Ça prouve bien qu'il y a un manque d'eau patent. Et aujourd'hui, eh bien, l'inquiétude a gagné tout le territoire, puisque la source principale qui alimente les 9 communes de la communauté est concernée et elle baisse tous les jours. Ça veut dire qu'il faut donc une intervention humaine pour venir pallier un manque d'eau naturelle dans nos rivières. C'est ce que nous avons pu faire dans la mesure où la source principale était suffisante pour pallier le manque d'eau chez nous. Mais c'est la crainte, c'est que les débits de la source soient insuffisants pour assurer une distribution correcte aux habitants. Et la commune, c'est 5000 habitants en ce moment. La communauté de communes, c'est 60 000 habitants. Comment assurer une distribution correcte à tous ces habitants, dont des touristes, dont des résidents secondaires, pour vivre dans de bonnes conditions quand même, des conditions décentes. Voilà. Et puisqu'on le rappelle, effectivement, Seillan se trouve dans le Var, évidemment, un département hautement fréquenté en cette saison. Comment réagissent ces habitants, justement ? Avez-vous procédé à des coupures, peut-être ? Nous avons donc un quartier qui a été impacté depuis Noël. Il y avait déjà des signes d'inquiétude. Et puis, les choses se sont aggravées. Comme je l'ai dit, en avril, il fallait faire face. Mais maintenant, je pense qu'ils ont compris la problématique. Et puis, vous venez de le signaler, c'est la France entière, c'est même l'Europe. Enfin, il y a un changement climatique qui est certainement confirmé
Jusqu'à maintenant, on en parlait depuis des années. Hein, on disait, mais c'est quoi le changement climatique? Et tout d'un coup, on se retrouve avec une sécheresse, avec une absence de pluie, parce qu'il faut savoir que depuis 1 an, pratiquement dans notre région, nous n'avons pas d'eau. Et ce n'est pas les quelques petites pluies qui arrivent qui peuvent alimenter la nappe phréatique. Donc la nappe phréatique s'épuise et nous attendons toujours, et en vain, cette eau qui est absolument indispensable pour régénérer la nappe. Et sans ça, eh bien, les sources vont s'épuiser et nous n'aurons plus d'eau, voilà, plus suffisamment pour faire face aux besoins d'une population. Oui, hein, c'est en Corse notamment que les autorités ont alerté en disant si nous continuons sur ce train de vie, eh bien dans 25 jours, il n'y aura plus d'eau sur l'île. D'autres communes, dès le printemps, avaient fait des réserves de bouteilles d'eau minérale pour subvenir aux besoins de la population. Oui. Alors, ça, c'est une formule, si vous permettez. L'organisation fait que si nous avions des coupures d'eau, donc dans la mesure où les débits sont insuffisants, les réservoirs se vident, nous serons obligés de distribuer des bouteilles d'eau, comme vous le dites, à tous les habitants. Et là, imaginez ce que ça peut être pour une population relativement importante. C'est un budget inaccessible voilà. Pour une commune comme Seillan. Nous nous efforçons, c'est un budget énorme. Déjà, même l'approvisionnement que nous assurons pour Seillan, c'est la communauté de communes qui, puisqu'elle a la compétence et elle gère pour les communes donc ce service. Mais si on devait l'étendre plus largement, ça serait énorme, vraiment. Je vais faire réagir nos invités en plateau. Restez connectés avec nous, évidemment, et vous faites signe à la régie si vous voulez intervenir dans nos débats. C'est plus difficile quand on est à distance, mais on vous donnera bien évidemment la parole. C'est vrai qu'on arrive là à une situation jamais vue qui inquiète. Il y a la population, il y a aussi l'agriculture qui souffre énormément. Messieurs, réaction, Émeric Guisset. C'est finalement la concrétisation du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est deux phénomènes. C'est une élévation de la température moyenne, les fameux 1,5%, et une augmentation des phénomènes extrêmes, dont les sécheresses. Et c'est ce qu'on vit en France avec les vagues de chaleur, les sécheresses. Là-dessus, on a plusieurs enjeux. Une réponse qui est diplomatique, les engagements de la France à échelle du monde avec la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ensuite, il y a une adaptation de nos territoires qu'il faut mener. Et dans le cas d'espèce, c'est plutôt ça où on va devoir avancer. C'est finalement augmenter la résilience de nos territoires, mettre en place... la résilience, ça veut dire accepter les coupures d'eau, c'est ça veut les dire, pénuries? Non, ça veut dire construire des réserves pour finalement stocker l'eau de pluie et finalement avoir, quand on n'a pas d'eau, mais finalement en avoir parce qu'il a plu précédemment, et essayer de régler le problème comme ça en faisant des aménagements et des constructions qui permettent de réduire les risques de pénurie. Mais on le fait déjà, ça, rassurez-nous. On a des réserves d'eau. Non. On ne le fait pas, on est en retard. Pour l'agriculture, c'est pas fait actuellement. Oui. La réalité rattrape la fiction. On est de retour dans Manon des Sources, aux gens de Florette, de Pagnol, vous savez, ces petits villages du Sud frappés de plein fouet par le manque d'eau. On est en train de vivre ça dans la France de 2022. Vous avez entièrement raison, c'est les premiers impacts du réchauffement climatique. On est dedans des sécheresses qui sont plus longues, qui touchent plus de territoires. Par exemple, c'est l'île d'Ars, vous savez, dans le Morbihan, où il fait toujours la Bretagne, où il est connu pour la pluie, et également frappé de pénurie. Ce qui va être extrêmement intéressant va être les mesures coercitives, qui vont être obligatoires à un moment. J'ai cru entendre que certaines municipalités du littoral proposaient de restreindre, voire d'interdire les douches. Vous savez, ces petites douches qu'il y a au pourtour des plages pour pouvoir se rincer. On connaissait l'amour à la plage. Maintenant, est-ce que ça va être la douche à la plage? Ça va être intéressant de voir quel est le degré de coercition que vont prendre les municipalités, les régions, l'État. Est-ce qu'ils vont imposer des quotas? Est-ce qu'ils vont imposer des tranches horaires pour utiliser de l'eau, pas l'eau? Est-ce qu'ils vont interdire l'arrosage des gazons sur tout le territoire? À suivre au prochain épisode. On va poser la question justement à Monsieur le maire. Monsieur le maire, envisagez-vous des contrôles et peut-être des représailles? Je dois dire que nous avons dû nous caler sur le modèle préfectoral, puisque les préfets ont pris des mesures, évidemment, de restriction d'eau. Mais nous avons servi un peu de laboratoire à Seillan pour la communauté de communes, en ce sens que, confrontés à ce manque d'eau, nous avons anticipé avec la régie et nous avons rationné, nous avons estimé qu'il fallait donner, pour la partie la plus difficile à desservir, 150 litres par jour et par personne. C'est un arrêté qui le prévoit, un arrêté municipal, et les gens s'y sont bien conformés. Et dans la mesure où ils ont réduit leur consommation considérablement, eh bien, l'apport d'eau par camion-citerne a suffi. Et aujourd'hui encore, je suis très satisfait que nous puissions continuer à assurer une distribution correcte aux habitants.
Et ça, je crois que c'est la preuve qu'ils ont bien compris, ils assument avec responsabilité, avec solidarité, leur rôle d'usager de l'eau. Ça, c'est vraiment très important. Et cette formule-là a été étendue en accord avec tous mes collègues du territoire à l'unanimité. Nous avons adopté une mesure pour le secteur alimenté par la source principale qui s'appelle la Siagnole. Eh bien, nous avons adopté la mesure qui consiste à dire 200 litres par jour et par personne. C'était une formule peut-être plus large, mais il s'avère peut-être que demain, dans la mesure où cette source est en train de baisser beaucoup, nous pourrons passer à 150, ou nous devrons passer. Évidemment. Si nous voulons éviter les coupures qui risqueraient de perturber gravement, comme nous l'avons évoqué, tout le fonctionnement du service. Coupures et sanctions éventuelles, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors les sanctions, moi, en ce qui me concerne, nous avons eu des récalcitrants, parce que ça arrive toujours, des gens qui ne supportent pas qu'on intervienne et qu'on leur impose des choses, parce que nous avons installé des réducteurs d'eau, de débit, et il y a eu même des gens qui s'y sont opposés, nous en avons eu 2, donc 2 verbalisations, et c'est prévu dans l'arrêté municipal, qui est pris je l'avais pris, mais tous les maires l'ont adopté aussi, et c'est 1 500 € de pénalité. Voilà. Merci. Et donc, ça prouve que nous voulons agir, mais c'est surtout dans l'intérêt collectif. On veut se prémunir de complications, et c'est à eux à jouer le jeu. C'est pas, je dirais, c'est indispensable. La question est très sérieuse, parce qu'il ne faudrait pas que quelques perturbateurs entraînent une perturbation générale. Bien sûr, voilà. On l'entend bien, Xavier Leguet en plateau, c'est vrai qu'il faut en venir à des contrôles et des amendes finalement, alors que là il s'agit de bon sens et de responsabilisation de l'ensemble de la population. Disons qu'effectivement sur le plan du discours, moi j'aimerais bien qu'on cesse un petit peu d'être toujours dans la menace permanente, dans la coercition permanente, voilà on va vous sanctionner, il ne faut pas toucher à ça, et dans l'alarmisme permanent aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas depuis quelques temps de parler d'éventuelles coupures d'électricité, coupures d'eau, etc. Il y a des choses qu'on ne dit pas en revanche. Par exemple, des journalistes d'investigation ont démontré qu'on perdait 1000 milliards de litres d'eau par an, c'est-à-dire 20% de la consommation d'eau potable annuelle de la France, parce qu'on n'entretient pas les tuyaux, parce qu'on entretient mal les réseaux d'eau. Non, mais c'est sérieux, c'est-à-dire que les fuites font perdre 1000 milliards de litres d'eau. Donc ce serait pas mal déjà de réparer un petit peu ça avant de commencer à faire peser la responsabilité, encore une fois, sur les gens, sur le petit villageois qui va vouloir arroser son potager. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on voit dans certains quartiers, quand ils ont trop chaud, les bouches à incendie sont ouvertes. C'est encore des déperditions de milliers de litres d'eau. Et là, les menaces, visiblement, elles servent à rien. Donc encore une fois, ce sera beaucoup plus facile d'aller sanctionner le petit villageois d'une amende de 1 500 € parce qu'il aura trop arrosé son potager. En revanche, il y a certains endroits où on ne fait rien comme d'habitude. Donc qu'on puisse éviter le 2 poids 2 mesures, l'alarmisme et la menace permanente, qu'on puisse se poser autour d'une table et discuter de comment on répartit les ressources et de comment on est responsable face au manque éventuel de ressources. Ça, ce serait une première étape, mais qu'on cesse un petit peu la menace toujours, quoi. Alors, l'alarmisme, il vient aussi de cette activation par Matignon, d'une cellule interministérielle. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce que ça peut changer les choses? Écoutez cet avis. C'est le bras armé en fait de la Première ministre qui permet à un moment donné de prendre des orientations très rapides. Chaque acteur de la sécurité civile, de l'écologie, des transports, de l'ensemble de tous les paramètres qui peuvent permettre aujourd'hui d'essayer de compresser un petit peu ce phénomène qui arrive parce qu'on est en situation de crise et qui va toucher l'ensemble des concitoyens surtout. Et en vue de les protéger, c'est une action qui va être globale et générale, gérée et pilotée entre le gouvernement et Madame la Première ministre. Voilà, Monsieur le maire est toujours avec nous. Qu'est-ce que ça change, l'activation de cette cellule ministérielle pour vous? C'est assez concret ou ça reste de l'administratif? Moi, ce que je pense, c'est que l'État doit se pencher vraiment sur le problème des collectivités locales. Si les réseaux sont défectueux, c'est que la plupart du temps, les communes n'ont pas forcément les moyens financiers et il y a les agences de l'eau qui existent, qui devraient pouvoir intervenir plus largement. Elles subventionnent les projets. Aujourd'hui, c'est 30%. Mais hier, et c'est pas il y a quelques années seulement, c'était 80%. Alors, quand on est une commune rurale pauvre, il faut qu'elle puisse avoir les moyens financiers d'entretenir les réseaux. Et là, il y a une politique à définir, une nouvelle politique. Parce que c'est toujours les communes qui trinquent, c'est nous qui sommes en première ligne, qui avons les habitants privés d'eau, que nous privons d'eau parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer
une bonne gestion, une bonne distribution d'eau. Alors, si les communes retrouvent une certaine autonomie financière, elles pourront réaliser les travaux qui correspondent. Thomas Carpeni, c'est vrai qu'on en revient dans un échange de responsabilités. Vous savez, on n'attrape pas un hippopotame avec un hameçon. Hein. Le gouvernement peut créer autant de cellules intergouvernementales, de conseils, de colloques, qui peuvent disserter. Tout ça, c'est de la belle littérature. Hein. Mais que nous dit ce maire? Il a entièrement raison. Les territoires ont les solutions. Les territoires connaissent leur territoire. Les territoires savent les points d'eau, savent les points de sécheresse, savent quels sont les acteurs économiques, agricoles, industriels qui ont besoin en priorité d'avoir de l'eau. Donc oui, évidemment que sur le papier, c'est une très bonne idée de faire une sorte de conseil de guerre écologique acté principalement sur la sécheresse. Peut-être qu'ils auront quelques effets phares, qu'ils lâcheront quelques millions et que tout le monde sera content à la fin de cette crise. Il demeure qu'il est peut-être temps de se poser la question de la décentralisation de cette prise de décision, de la chaîne de commandement, donner aux moyens aux maires, aux intercommunalités, aux préfets de pouvoir agir directement, rapidement, de manière extrêmement centrée. Et ce sera peut-être un petit peu plus rapide qu'à chaque fois. On va remercier Monsieur le maire René Hugo, maire de Seillan, d'avoir été en direct et de nous avoir apporté votre témoignage très concret. Bon courage surtout parce que l'été n'est pas fini, que cette situation de sécheresse et de chaleur pourrait encore perdurer une quinzaine de jours. Voilà, mais on sait que les conséquences sont d'ores et déjà engagées. Je compte sur la responsabilité et la solidarité de chacun. Voilà. Tout à fait, on a entendu le message. Nous devons tous jouer le jeu. Bon, voilà. Merci en tout cas de votre intervention. Je voulais vous faire écouter l'autre témoignage d'un autre maire qui lui aussi en appelle à la responsabilité des individus, mais qui dit aussi qu'ils vont sévir, surveiller, effectuer des contrôles. Notre objectif, c'est d'identifier les comportements les plus provocateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en Provence et dans la ruralité, entretenir des hectares et des hectares de gazon anglais. C'est aussi là un apprentissage pour les néo-ruraux qui peuplent nos contrées. Vous savez, on s'en aperçoit peu, mais la moyenne de la consommation d'eau en France, elle est double en milieu urbain par rapport au milieu rural, parce que dans les milieux ruraux, il y a aussi une culture de la sagesse vis-à-vis des ressources naturelles. C'est aussi cette culture-là qu'il faut remettre en place. Voilà, traquer les contrevenants. Et puis, on mentionne aussi cette petite polémique. Il y a des dérogations en ce moment accordées, notamment aux golfs, qui peuvent encore arroser leurs greens, même lorsque le département qui les abrite est en crise sécheresse. On n'arrive jamais à contenter tout le monde et il y a toujours des jaloux. Xavier Leguet, peut-être un mot sur ce que disaient les maires. Oui, non, mais les maires, voilà, encore une fois, le maire de C'est vrai ce que dit Thomas Carpellini, ce sont eux qui sont confrontés à la colère et à qui on ne donne pas les moyens. Mais justement, à qui on ne donne pas les moyens, mais il faudrait quand même qu'ils se battent pour avoir les moyens et qu'ils contestent peut-être un petit peu l'inaction du gouvernement plutôt que de s'en prendre forcément là où c'est plus facile aux administrés qui ont un peu trop de gazon anglais ou autre. Oui. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même que le gouvernement fait de la communication et met en place un comité Théodule, un énième, pour faire semblant de faire quelque chose, et pendant ce temps-là ne donne pas les moyens au territoire d'assurer les capacités en eau et surtout d'assurer l'entretien du réseau. Bon. Il faut muscler tout ça un petit peu. Encore un secteur dans lequel la France est un petit peu en retard, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui se passe. La difficulté pour les communes, c'est que ça arrive en été, en période estivale, et en fait, on a des communes, des collectivités qui sont mal dimensionnées par rapport aux populations été, qui il fait chaud et il fait plus sec. C'est vrai que voilà, donc c'est pas comme si on ne pouvait pas le prévoir. Exactement, donc il faut une coordination qui soit plus large, puisque finalement, une mairie qui est dimensionnée pour 500 habitants le long de l'année, elle rencontre des difficultés en été quand le chiffre de la population est multiplié par 10 avec les vacances, les touristes et le soleil. Allez, on se quitte quelques minutes et puis on prend nos débats d'actualité. À tout de suite. 11h30, bienvenue si vous nous rejoignez. On poursuit nos débats dans un instant, mais on fait d'abord le point sur l'actualité avec Mathieu Rio. 2 incendies encore actifs dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, les pompiers luttent toujours contre les reprises de feu survenues hier soir. Près de Niozelle, les flammes ont parcouru 250 hectares. 200 pompiers sont mobilisés. Nouvelle hausse des créations d'emplois en France. L'emploi salarié a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre, selon l'INSEE ce matin. C'est 102 000 créations nettes. Les secteurs de la construction et du tertiaire hors intérim sont en progression, mais dans l'industrie, les créations d'emplois restent inférieures à leur niveau d'avant-crise. La Russie prête à discuter d'un échange de prisonniers, c'est ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Washington avait demandé à Moscou de libérer immédiatement la basketteuse américaine Brittney Griner,
Elle a été condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de drogue. On revient à présent sur l'expulsion annoncée de l'imam Hassan Iqiyoussen. La procédure a été validée par la Commission européenne des droits de l'homme. Reste à la justice française à se prononcer sur cette demande de Gérald Darmanin. L'imam Iqiyoussen, vous le savez, est accusé par les autorités françaises d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive. Précision d'Alexis Vallée. La liste des accusations est longue contre Hassan Iqiyoussen, en particulier des propos séparatistes et discriminatoires. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015. Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion, lui retirant son titre de séjour, ainsi qu'un second arrêté fixant le Maroc comme pays de destination. Surnommé le prêcheur des banlieues, le prédicateur du Nord est accusé d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive. Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petites gens en leur prenant du fric. Bon, bref, qualifiant les attentats du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national. Saisi par Hassan Iqiyoussen, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté sa demande et confirme la décision du ministre de l'Intérieur. La mesure d'expulsion doit à présent être examinée devant le tribunal administratif de Paris. Sa dernière chance de voir sa sanction annulée. Thomas Carpellini, est-il envisageable que la justice française s'oppose à cette expulsion une fois que la Commission européenne des droits de l'homme la valide? Bien sûr. Évidemment, les juges sont souverains, ils peuvent décider de motiver selon leurs éléments de droit. Après tout, on n'a pas accès à l'intégralité du dossier judiciaire de cette affaire, donc il peut très bien y avoir un revirement de position. Ce qui est extrêmement intéressant, en tout cas, c'est que la CEDH, cette fameuse juridiction basée à Strasbourg, a d'ores et déjà décalé, reculé, dit non à l'argument soulevé, disant que s'il retournait au Maroc, cela pouvait imputer à sa santé. C'est ce que son avocate annonçait. Il s'inquiétait du sort qui lui serait réservé dans ce pays. Exactement. Donc la CEDH lui a dit non, ce n'est pas le cas. Il peut retourner de manière sereine et pérenne au Maroc. En fait, ce que soulève cette problématique, elle soulève finalement un vide juridique qui existe actuellement en France. C'est au nom de quoi on peut renvoyer une personne sur notre territoire, dans un territoire étranger. La raison invoquée par Gérald Darmanin est le trouble à l'ordre public, ce qui est en bon langage juridique un joyeux fourre-tout. On peut un peu tout mettre, et le risque de tout mettre, c'est qu'il y a des arguments qui peuvent être retoqués par des juges. Après tout, est-ce qu'avoir un discours antisémite, un discours homophobe, un discours sexiste, constitue in fine un trouble à l'ordre public? Certains juges, par une application stricte et linéaire de notre arsenal pénal, peuvent dire non. Ça peut être des propos antisémites, mais pas des troubles à l'ordre public. Et dès lors, accepter et donner raison à Gérald Darmanin quand il dit que cet imam tient des propos scandaleux, mais ces propos scandaleux ne peuvent pas motiver une expulsion. Et c'est là peut-être où Gérald Darmanin et l'Assemblée nationale et le législateur devraient peut-être réfléchir à combler ce vide juridique afin de doter la France d'un véritable arsenal pénal extrêmement précis, cohérent, applicable, pour permettre l'expulsion de ces personnes qui font honte à notre territoire. Aymeric Guisset, l'avocate de l'imam, dénonce une procédure expéditive et on précise que de son côté, le Maroc a délivré un laissez-passer consulaire pour permettre l'expulsion de l'imam vers ce pays. On avance un petit peu. Oui, la procédure n'est pas expéditive puisque, comme ça vient de rappeler, il y a eu différents recours qui sont en cours. Et finalement, on ne peut pas le dire. Toute la procédure a été suivie plutôt dans le bon sens. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ensuite, c'est l'action globale de la France qu'il faut voir sur ce sujet-là. C'est une lutte sur plusieurs fronts qu'il faut mener contre ce que François Fillon appelait le totalitarisme islamique, qui est à la fois un enjeu extérieur de lutte contre les groupes terroristes au Sahel, en Syrie, et une lutte interne sur notre sol contre les ingérences étrangères, notamment avec les imams détachés, une action qui a été prise déjà, et contre les prêcheurs de haine en France qui peuvent pousser à des actes délictueux, terroristes. Donc c'est sur ces deux leviers qu'il faut agir, et l'expulsion des imams anti-républicains fait partie de ce second levier d'action. Donc c'est plutôt une bonne chose, et si en plus le Maroc fournit un laissez-passer consulaire pour pouvoir appliquer l'OQTF, c'est parfait. Et finalement, tout se passe bien. Mais malheureusement, c'est plutôt l'exception actuellement sur ces cas-là. Parce que c'est la clé du problème. On dit souvent que le problème ensuite, quand on a des individus comme ça expulsés, c'est que les pays d'origine refusent de les reprendre. Et là, on est coincé.
Ce qui est génial avec cette histoire, c'est qu'on voit que c'est un beau coup politique de Gérald Darmanin avant tout, en réalité. C'est-à-dire qu'on sait très bien depuis longtemps que c'est très difficile d'expulser des gens parce que justement les pays d'origine ne veulent pas. Il y a quelques jours, il avait déclaré à propos des OQTF qu'il travaillait avec les pays du Maghreb pour pouvoir faire accepter le retour de leurs ressortissants. Il s'y était rendu l'été dernier pour essayer diplomatiquement de faire avancer le dossier. Exactement, et il a fait de l'expulsion d'Hassani Hussein une sorte de symbole quelque part. C'est un symbole de fermeté. Alors l'échec du Stade de France et les 89 députés RN élus aux dernières législatives, ils sont sans doute pas pour rien, mais on voit que Gérald Darmanin a choisi de faire de l'imam Hussein une sorte de symbole peut-être d'une vigueur retrouvée, peut-être presque d'un nationalisme doux qui peut plaire à une certaine partie de l'électorat. Sans doute une réponse aussi à cette majorité de Français. On publiait le sondage hier, 91% de Français favorables à l'expulsion de l'imam anti-républicain. Bien sûr, parce que tout le monde en a assez en réalité de ce totalitarisme islamique et de tous ces prêcheurs de haine qui sont sur le territoire français. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que ce sera suivi des faits. C'est-à-dire que Hassani Hussein, c'est un personnage ultra médiatisé. Il y a eu plusieurs mosquées qui ont fait écho pour Hassani Hussein. Entre 20 et 30. Entre 20 et 30, donc maintenant, quid de cette liste toute faite d'éventuelles radicalités présentes et quid des autres personnalités qui sont peut-être beaucoup moins connues mais peut-être tout aussi dangereuses, voire plus. C'est Jordan Bardella qui en début de semaine tweetait justement, commentait le fait que parmi les signataires de cette pétition qui s'opposent à l'expulsion, il y ait entre 20 et 30 mosquées. Et Jordan Bardella appelait le ministre de l'Intérieur en disant « Vous savez où aller si vous voulez procéder à plus d'expulsions ». C'est vrai que, pour vous donner entièrement raison, dans cette affaire, tout est cousu de fil blanc. C'est qu'on a trouvé une personne qui pouvait n'être que détestable aux yeux de l'opinion publique. On a trouvé un pays d'origine, le Maroc, où, mine de rien, on a des bonnes relations diplomatiques. Maintenant, on peut poser la question du cas où, par exemple, cet imam viendrait de Syrie, d'Afghanistan, d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire non pas des pays qui refusent de laisser des laissez-passer consulaires, mais des pays qui, aux yeux de la CEDH, aux yeux de notre appareil judiciaire, est considéré comme mettant en danger la vie du citoyen. C'est-à-dire que si là, dans ce cas d'espèce, cette personne venait de Syrie, la CEDH aurait invoqué l'article 8 de sa convention qui dit qu'on ne peut pas expulser quelqu'un qui pourrait être soumis à des actes de torture ou de maltraitance dans le territoire d'accueil et aurait refusé l'expulsion d'un Syrien en Syrie ou d'un Afghan en Afghanistan. Donc attention que cette histoire, on ne peut que s'enorgueillir. Enfin, l'appareil judiciaire français, l'appareil administratif semble fonctionner, mais qu'il ne serve pas de caution morale à Gérald Darmanin en disant on l'a fait une fois. Bon, après, toutes les autres, on n'y arrivera pas. Mais on l'a fait une fois, donc c'est pas trop mal. Donc je pense que c'est à suivre avec une extrême attention, car, comme vous le rappeliez, il y a des dizaines et des dizaines de cas qui posent problème actuellement en France. Et le ministre de l'Intérieur dénonce, il l'a fait notamment sur notre antenne hier, le fait que l'ensemble de la classe politique ne semble pas unie, justement, derrière ces questions d'atteinte aux valeurs de notre République. Je voulais vous faire entendre le ministre de l'Intérieur et puis la réponse de Manuel Bompard de la France Insoumise. Le député LFI de Roubaix-Waterloo qui défend cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes, si j'ose le dire, et il se déshonore. Et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu cher ami, cher collègue, vous dites des bêtises. Voilà. Donc moi, j'attends des excuses de la part de la France Insoumise. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'ambiguïté, ne dites pas des choses qui sont inexactes. Moi, je ne défends pas cet imam. Je n'ai jamais défendu cet imam et David Guiraud ne l'a jamais défendu. Ce que nous défendons, c'est des principes de défense de l'état de droit, de la place de la justice, de l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. Les propos qui ont été tenus, s'ils ont effectivement été tenus, personne chez nous ne les défend. Même pire, nous les condamnons vigoureusement. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter cette guéguerre politicienne pour s'attaquer aux vrais problèmes, aux vrais sujets ? C'est à la France Insoumise qu'il faut demander ça, puisque c'est eux qui passent leur temps à s'indigner pour tout et n'importe quoi, qui passent leur temps à défendre l'indéfendable en jurant au grand Dieu qu'ils n'ont pas défendu l'indéfendable tout en défendant l'indéfendable, et en donnant du coup des billes au gouvernement, en permettant à Gérald Darmanin de briller, de dire regardez, je suis un républicain ferme, et en face on a des anti-républicains qui ne veulent pas régler les problèmes, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs dans le cas présent. Donc non, la guéguerre elle vient de LFI et puis plus généralement de la NUP qui font polémique sur absolument tout, et qui rejettent même quelques principes fondamentaux de la République, et qui pour le coup n'ont absolument pas envie de régler les problèmes ni d'arranger la situation. Peut-être qu'eux ils en tirent profit quelque part, politiquement. C'est pour ça qu'on les accuse de complaisance ou d'ambiguïté, pour dire le moins. Oui. C'est pour réagir. On a deux stratégies électorales qui se font face, qui sont diamétralement opposées en fait, entre
la France Insoumise et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin incarne plutôt l'aile droite de la majorité et a senti que pour 2027, si c'est ses ambitions, il a encore... pas encore prononcé dessus, mais on peut imaginer, vu ses propos, qu'il y a une ambition pour 2027, plutôt d'aller chercher l'électorat qui se trouve à sa droite, et donc de porter ces thèmes sécuritaires en tant que ministre de l'Intérieur de manière très forte, très volontariste, et de faire beaucoup de communication dessus. À l'inverse, du côté de la France Insoumise, on a un électorat qui est assez dépendant des populations immigrées, et il y a une volonté, en tout cas il y a une stratégie, et je pense que c'est plutôt la mauvaise, qu'en défendant des personnes qui ici sont des imams radicalisés, qui tiennent des propos inacceptables, on va finalement se mettre dans la poche une partie de l'électorat. Bon, c'est une stratégie qui... Ça semble payant, ça, comme stratégie. Ça paraît peu crédible. Ça m'étonne beaucoup parce que ce que la France Insoumise sous-entend, c'est que finalement tous les musulmans défendraient et seraient favorables à cet imam, ce qui n'est absolument pas le cas. Et l'immense majorité des musulmans condamnent des actes et des propos qui sont anti-républicains. Donc déjà sur le fond, je pense qu'ils se trompent en termes de stratégie. Et ensuite, c'est la mise en place de la stratégie Terra Nova de 2012, qui est finalement de faire une grande coalition entre les forces progressistes des centres-villes plutôt jeunes et des populations immigrées et des banlieues. Et c'est finalement cette coalition électorale qui essaye de mettre en œuvre la LFI et de manière très condamnable finalement dans l'attitude, puisque ça les pousse à soutenir des individus qui sont pas défendables. Si on regarde ne serait-ce que les 5 derniers jours. C'est ça, vous savez, Bossuet aurait dit de la France Insoumise qu'on rit de ceux qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. La France Insoumise, à mon avis, voulait avoir fait une stratégie, ils ont fait qu'un coup. Je pense qu'ils étaient convaincus que l'expulsion d'un imam allait être retoquée par la CEDH, allait être probablement retoquée par la cour administrative, par le tribunal administratif, qu'ils auraient pu ainsi se jeter dessus comme la misère sur le bas clergé breton pour expliquer en quoi Gérald Darmanin est un méchant fasciste qui expulse à tour de bras. Pour l'instant, les juridictions ont donné raison à Gérald Darmanin et donnent tort à la France Insoumise. Et vous avez entièrement raison. La France Insoumise est dans une stratégie de conquête, de séduction, d'une certaine forme d'électorat qui, à mon sens, ne va pas marcher. Parce qu'à un moment, vous avez entièrement raison, les musulmans, dans leur plus grande majorité, condamnent et le plus fermement du monde ces propos. Parce qu'après tout, les musulmans sont comme les catholiques, comme des juifs, des citoyens normaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un citoyen entend ce genre de propos, qu'il soit musulman, catho ou juif, il les condamnera de la même manière. Et dès lors, la France Insoumise semble surfer, notamment à cause d'une petite partie, mais extrêmement active de son parti, les indigénistes. Vous savez, toute cette frange de la gauche, de cette extrême gauche, qui pousse justement à faire tomber de boucles blondes une sorte de voile sur ces problématiques. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il ne faut surtout pas se montrer puissant avec les forts et au contraire être très faible avec les faibles. Donc oui, je pense que cette stratégie sera, à mon sens, pas payante, et je pense que les résultats de la NUPES à la précédente législative le montrent, car n'oublions pas que c'est un échec pour la NUPES au point de vue des députés. Donc une stratégie qui ne semble pas porter ses fruits à l'heure actuelle. Je vous le disais, Gérald Darmanin était invité de l'interview politique hier sur notre antenne. Il est revenu après ces questions d'actualité sur l'expulsion, sur l'immigration en général, revenu aussi sur la problématique du crack à Paris, notamment dans le nord-est de la capitale. Le ministre de l'Intérieur a dit entendre le désarroi des habitants et assure qu'un dialogue est engagé avec la mairie de Paris pour éradiquer le problème. Écoutez. J'ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août. J'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Anne Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qu'apporte cette drogue. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Il se trouve que cependant le crack, c'est une drogue très facile à produire, puisqu'il suffit d'une cuillère, de chauffer cette cuillère et d'avoir une drogue brute. Mais nous avons, et je crois que ça c'est le service de police qui en sont extrêmement efficaces avec l'autorité judiciaire, des démantèlements de réseaux en ce moment très importants qui nous permettent de penser que les semaines qui viennent vont être moins dures que ce que nous avons connu depuis plusieurs mois. Alors, première mission pour Laurent Nunez, fraîchement nommé préfet de Paris, Gérald Darmanin, donc rendre avant fin août un rapport sur l'état du crack. Xavier Leguet, est-ce que Laurent Nunez a une arme secrète que son prédécesseur n'avait pas et qui pourrait complètement changer la donne en un mois et en un an, comme on nous l'annonce?
Ce serait bien, déjà, je pense que tous les habitants du quartier de Stalingrad, d'une manière générale, tous les Parisiens seraient ravis que Laurent Nunez ait une arme secrète. Maintenant, ça m'étonne quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'est un problème qui gangrène Paris depuis quand même plusieurs années maintenant, qui ne fait que de s'amplifier. On a déplacé ces populations-là d'un endroit à l'autre, ils reviennent sans arrêt, et maintenant on voit que ça s'étend en fait à presque toutes les portes de Paris en réalité. C'est-à-dire que toute une partie du nord-ouest jusqu'à l'est de Paris est remplie de craqués, de gens qui sèment des problèmes et qui surtout importunent les habitants, et l'État ne semble pas vouloir régler ça. C'est-à-dire que l'État, encore une fois, va faire des propositions, va avoir des rapports, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité, puisqu'ils ne vont pas s'attaquer à la cause profonde des problèmes. Gérald Darmanin parlait des réseaux qui amènent du crack, etc. Mais encore une fois, c'est un problème de frontières. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait quelque chose contre la libre circulation d'une manière générale? La libre circulation qui permet d'amener les marchandises, la libre circulation des personnes aussi, qui permet, parce que beaucoup de ces gens-là sont quand même beaucoup d'immigrés chez les craqués qui viennent d'Afrique et dont on ne se préoccupe absolument pas. On les laisse se droguer dans la rue, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas si on peut les faire partir, on ne sait rien, on leur propose rien d'autre que de finir drogués à la colline du crack. Donc tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond qui est celui des frontières et des limites qu'on pose à l'accès au territoire, on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est vrai qu'on a parlé, on peut parler de l'itinérance de ce problème. Il n'est pas nouveau, vous venez de nous le rappeler, il a changé de quartier, mais il reste intact. Si les choses avance, en tout cas, si Gérald Darmanin a dit avoir rétabli le dialogue entre l'État et la municipalité, qu'en pensent les habitants sur place? On voit ça avec ce reportage de Jeanne Cancard. Des solutions concrètes et durables pour endiguer le fléau du crack à Paris. Certains riverains du quartier de la Villette comme Tahar n'y croient plus. M. Darmanin, il n'a pas trouvé une solution par rapport à Stalingrad. Il a juste déplacé le problème. C'est pire en pire. C'est pas avant, ils étaient à 200, 300, maintenant je crois qu'ils sont des milliers. On dirait que ce n'est pas Paris, c'est pas en France. Le quotidien de ses habitants s'est transformé en enfer ces derniers mois, depuis le déplacement des toxicomanes dans le square de la Porte de la Villette au nord-est de Paris. Ce supermarché est régulièrement le théâtre de vols et d'agressions. D'ici la fin du mois d'août, Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, doit remettre à Gérald Darmanin un plan d'action. Le ministre de l'Intérieur demande notamment des mesures sécuritaires, mais aussi sanitaires et humaines. Une double action indispensable selon cette riveraine qui souhaite garder l'anonymat. On a vraiment besoin cette fois-ci que des vraies actions soient mises en place avec des obligations de résultats. Il faut vraiment accompagner ces consommateurs dans des solutions post-cure, des communautés thérapeutiques, une fois qu'ils sont sortis de leur sevrage. Après de récents démantèlements de trafic, Gérald Darmanin projette une amélioration de la situation d'ici quelques semaines. Mais côté commerçants, certains ne peuvent plus attendre et veulent partir au plus vite. Dès que je peux, oui. Dès que je peux, oui. Moi, ça fait 26 ans que j'exerce dans le 19e. Dès que je peux, oui. On a quand même une perte de chiffre d'affaires estimée entre 40 et 60% sur tous les restaurants. Gérald Darmanin s'est engagé à éradiquer le problème du crack à Paris d'ici un an. Un objectif qui semble aujourd'hui inatteignable selon les habitants. On rappelle que ce délai d'1 an nous avait déjà été précisé il y a donc 1 an. Comment on sort de ce qui est donc un enfer pour les habitants et qui devient un vrai sujet de sécurité publique également? En mettant en place un numéro vert, c'est souvent la spécialité du gouvernement. Très utile. Très utile. Non, plus sérieusement, évidemment, cette situation est intenable. Je pense que peut-être le seul rayon de soleil dans ce Waterloo mort de plaine, c'est les Jeux Olympiques. Un peu de géographie dans Paris, la Porte de la Villette, la Porte de la Villette, Châtelet, La Chapelle, c'est extrêmement proche de la gare du Nord. La gare du Nord, c'est de là où vont venir tous les touristes et supporters britanniques. Comme on a pu constater lors de la finale de la Ligue des Champions. Exactement, sauf que quand on attend entre 1 et 2 millions de personnes de cette aire géographique qui vont arriver par cette gare du Nord, et je pense qu'à un moment ou à un autre, Gérald Darmanin et surtout Emmanuel Macron, qui sait que son mandat va pouvoir être jugé, notamment sur cette question de sécurité, et va savoir que la France, Paris et ce quartier risquent d'être sur le feu des projecteurs, je pense qu'à aucun moment, et c'est d'ailleurs détestable de le dire, et particulièrement odieux de se rendre compte que c'est la seule chose qui peut les faire bouger, mais savoir que The Mirror ou le Daily Magazine peut faire sa une sur la colline du crack ou la Chapelle en disant que ça agresse les pauvres petits supporters, les pauvres petites têtes blondes britanniques, je peux vous avouer que ça, l'opinion internationale, c'est quelque chose qui peut faire bouger. Mais on attend quoi, le dernier moment? Pourquoi? Raison de plus pour intervenir dès maintenant, non? Pour s'assurer que la sécurité soit assurée, justement, au moment où les JO commencent. Sauf que la problématique, finalement, c'est pas simplement une problématique de drogue, vous le rappeliez très bien, c'est une problématique d'immigration, c'est une problématique associative, également sanitaire. Il ne faut pas oublier que ces personnes
consomment des psychotropes, ne sont pas en pleine ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, excusez-moi. Et dès lors, ça demande une mobilisation de dizaines et de dizaines d'acteurs de l'État. Et quand on mobilise, ça coûte de l'argent. Quand on coûte de l'argent, il faut le trouver. Quand il faut le trouver, il faut faire des choix. Aymeric Guisset, on a souvent eu l'impression que non seulement la responsabilité était jetée d'un camp à un autre, mais on préférait ignorer le problème en se disant comme ça, c'est comme s'il n'allait plus exister. C'est un enjeu très important, déjà d'un point de vue du rayonnement de la France, quelle image on donne à l'étranger, et aussi d'un point de vue civilisationnel. Je me souviens, je regarde ce qui s'est passé en Chine au 19e siècle. La civilisation chinoise s'est effondrée à cause de la question des guerres de l'opium, et l'opium, la généralisation de l'opium dans sa population. Donc on a un enjeu sur le crack pour justement limiter la propagation du crack, qu'on n'ait pas un phénomène de multiplication de consommateurs, et que véritablement ça peut faire effondrer un pays. Ensuite, on a deux questions. Une question d'ordre public, comme les riverains l'ont expliqué, c'est très compliqué de faire face à quelqu'un qui est sous la consommation de crack, qui est plus lucide et agit de manière totalement irrationnelle. Et ensuite, il y a un enjeu sanitaire, puisque ces personnes-là, il faut les sevrer. C'est difficile de faire les deux en même temps, donc il faut une priorité. La priorité, à mon sens, c'est que déjà, savoir si les consommateurs sont des victimes ou des délinquants. Le droit est clair, c'est plutôt des délinquants, puisque la consommation de crack est un acte répréhensible. Thomas Scarpeni, pas tout à fait d'accord avec vous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Normalement, on ne doit juger que des personnes en pleine possession de leurs moyens. L'addiction est considérée comme une pathologie. Donc c'est ça, finalement, c'est une des grandes problématiques de la question de la drogue. C'est l'arbitrage entre ces deux enjeux. Et vu les délais, notamment avec les JO et la volonté d'aller vite, ce sera intéressant de voir finalement les recommandations du préfet de police. Est-ce qu'il y aura un choix en termes de doctrine de plutôt mettre l'accent sur l'aspect non pas sanitaire, mais plutôt de sécurité, en disant que c'est plutôt des délinquants plus que des victimes? Ça va être le point intéressant. Moi, je pense qu'ils vont aller dans cette direction parce que la situation est plus gérable. Il y a une nécessité d'avoir des résultats rapidement. On attendra le rapport fin août. D'ici là, les riverains sont toujours mobilisés, les associations aussi. Écoutez le porte-parole du collectif 19. On essaye en tout cas d'y croire, puisqu'il nous a donné, il a dit qu'il fallait que ça soit fait en 1 an. Et donc, comme il est ministre de l'Intérieur, on y croit. Donc, on va voir en fait ce qu'il met en place comme mesure. En fait, le problème, c'est qu'il y a à peu près 1500 personnes qui gravitent autour du square Forceval, porte de la Villette, et elles se déplacent régulièrement de Stalingrad jusqu'au square de la Villette, générant vraiment des nuisances partout, sur toute l'avenue de Flandre, sur un périmètre qui est très large. Et comme la doctrine unique de la mairie de Paris, c'est de les accompagner dans leur consommation et de leur fournir des hébergements sans vraiment avoir de contrepartie, eh bien, ça ne peut que augmenter. Est-ce que le bon sens, ce ne serait pas effectivement de déplacer ces populations, mais pas dans un autre quartier, dans un centre de soins? Pourquoi? Est-ce que c'est naïf de poser cette question? Pourquoi personne ne prend en charge le problème de santé? Parce que... Oui, Xavier Leguet ou Thomas Scarpeni, comme vous voulez. Parce que l'enfermement n'est peut-être pas la seule solution, parce que certes, on arrive à les enfermer, on les sevre, mais après, on en fait quoi? S'ils sont français, ils peuvent rester sur le territoire. S'ils sont étrangers, il faut faire une OQTF, sauf qu'on voit qu'elles ne sont pas appliquées. Donc on ne veut pas s'attaquer au problème parce qu'il est trop long, parce qu'il est trop compliqué? Parce que je pense que c'est un nœud gordien et qu'on sait que cette population est en plus une population extrêmement à risque, elle est violente, qu'elle peut mettre à sac un quartier entier. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si là, ils agissent la nuit, on voit toutes ces vidéos de nuit, ça arrive de plus en plus le jour, car étonnamment, ces gens n'ont pas de CDI, ils n'ont pas de logement, ils ne font pas les 3-8, et l'après-midi, ils ne vont pas chanter un cantique à la Sainte Vierge. Donc à un moment, il va y avoir une problématique globale à avoir, et je ne suis pas convaincu que l'enfermement soit la solution. Non, je valide tout à fait ces propos parce que c'est coûteux déjà. Premièrement, ça va coûter énormément d'argent d'avoir une vraie politique globale pour régler ce problème. Et puis, ça va aussi créer encore beaucoup de débats politiques parce qu'on va voir toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui va s'engouffrer dans la brèche. Et pendant des semaines et des semaines, on aura le droit à des grands discours sur l'inhumanité des moyens déployés pour régler le problème au détriment des habitants dont on se fiche complètement. Donc peut-être qu'en même temps, personne n'a envie de rentrer dans cette logique-là et cherche à mettre la poussière sous le tapis plutôt qu'à régler une bonne fois pour tout le problème. Alors, on en reparlera sans doute avant le début de ces Jeux Olympiques, qui sont certes proches, mais seulement dans 1 an. Donc il peut se passer beaucoup de choses. On attendra surtout la prochaine étape, effectivement, ce rapport du nouveau préfet de police attendu à la fin août. On va faire une courte pause et puis on reviendra sur ce qui s'est passé et qui continue de se passer autour de l'île de Taïwan. La Chine a lancé des représailles suite à la visite sur place de Nancy Pelosi, la dirigeante américaine. L'intervention de Jean-Luc Mélenchon également dans ce débat et qu'on va commenter dans un instant. À tout de suite.
Il est bientôt midi, nous sommes toujours en compagnie de Xavier Leguet, Thomas Scarpellini et Émeric Guisset pour débattre de ce qui a retenu notre attention évidemment dans l'actualité, les principaux titres de l'actualité. On va les voir maintenant pas en une petite minute, justement en 5 bonnes minutes grâce à vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu. Bonjour Barbara, bonjour à tous. À la une ce midi, Patrick Balkany est sorti de prison. Il a rejoint son épouse Isabelle dans leur maison à Giverny dans l'Eure. Le récit de Corentin Brio. Ce vendredi matin avait des airs de liberté pour Patrick Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret était de retour dans son domicile à Giverny, au lendemain de la décision de la Cour de Paris de lui accorder sa liberté conditionnelle. Un soulagement pour celui qui était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis février dernier. La prison, c'est très dur, c'est très difficile. J'étais isolé, seul, j'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens. C'est très fatigant. On n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin, ça hurle, ça tape. Isabelle Balkany, qui avait fait une tentative de suicide en février, a également exprimé son bonheur. Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà, c'est tout. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que j'avais rapetissé, que j'étais devenue toute petite. Déjà condamnés pour fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany ont également été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et pour prise illégale d'intérêt. Un nouveau procès est prévu en octobre prochain. Face aux très nombreux incendies qui ont frappé la France cet été, des enquêtes ont été ouvertes pour trouver l'origine des départs des feux. C'est le cas à Générac dans le Gard. Notre journaliste Thibaut Marcheteau a suivi des experts dans leurs investigations. Reportage. Telle une scène de crime, ces gendarmes, pompiers et forestiers sont à la recherche du moindre indice. Leur objectif, trouver l'origine du feu grâce à cette technique de ratissage. À partir du moment où on a mis en évidence la zone présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une scène de crime classique, c'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui pourrait être à l'origine du feu. Avec ces drapeaux qui indiquent le sens de la propagation des flammes, ces enquêteurs avancent minutieusement, pas à pas, et chaque indice est relevé. C'est le bouton d'une gazinière. C'est la lecture de ces indices-là qui étaient présents avant que le feu ne se déclare, qui vont nous aider, nous, dans nos investigations. Ce travail de fourmi permet d'établir les causes de l'incendie et de déterminer s'il est criminel ou accidentel. En France, 90% des départs de feu sont d'origine humaine. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier qui tentait d'arrêter une voiture a été traîné sur plusieurs mètres. Il a été blessé. 2 individus ont été interpellés. Les explications d'Arthur Muriot. Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter. Et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir notamment interpeller l'individu. Et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente, en rentrant dans l'habitacle, évidemment, de prendre les clés ou d'arrêter le véhicule. Et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est traîné sur plusieurs mètres. Le policier, légèrement blessé, est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, attaqué par parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain. Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes. Les exportations de céréales ukrainiens se poursuivent. 3 nouveaux chargements sous pavillon neutre ont quitté l'Ukraine ce matin. Les cargos chargés de maïs desserviront la Turquie, l'Irlande et l'Angleterre. Voilà pour l'essentiel de l'information à midi. Place à votre chronique sport avant de retrouver Barbara et tous ses invités en plateau. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
Si en général on ne change pas une équipe qui gagne, à Marseille on a décidé de faire tout le contraire. Moins de 3 mois après avoir arraché sa place pour la Ligue des Champions, l'OM fait peau neuve. Cette recrue déjà qui s'intègre dans son schéma européen. L'arrivée des nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous, comme club, nous sommes les premiers que nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris. S'il faut attendre encore un peu avant de juger leur performance, une chose est certaine, la motivation est énorme pour les néo-marseillais. C'est le cas de Nuno Tavares, arrivé en prêt d'Arsenal. Dans la cité phocéenne, le défenseur portugais de 22 ans espère passer un nouveau cap. That's one of my goals, obviously, to be part of national team. I dream every day with the World Cup. Obviously, I have to fight for my position, and here I have this opportunity, and I will do my best, obviously. Du côté de Luis Suarez, la motivation est autre. Le Colombien ne jouera pas la Coupe du Monde, mais il devra trouver sa place dans une attaque olympienne où la concurrence est rude. No me supone ningún problema pues, que tengamos muchos compañeros en la parte de arriba, todo lo contrario, me motiva mucho más a trabajar para ganarme un puesto en el 11 titular. De la concurrence, il y en aura aussi dans les buts, avec l'arrivée en prêt de Ruben Blanco en provenance du Celta Vigo. Le gardien espagnol compte bien bousculer son compatriote, Pau Lopez. Vengo aquí a competir, esa es mi mentalidad. Creo que si no fuera esa, no sería un jugador de fútbol. Le mercato marseillais est loin d'être fini, d'autres joueurs sont attendus. L'OM voit grand, il faut désormais que l'alchimie se crée pour réaliser une saison encore meilleure que la précédente. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. On aborde à présent l'actualité internationale, mais qui a des remous jusqu'ici. En France, on a appris ce matin que la Chine avait décidé d'imposer des sanctions à Nancy Pelosi. Les tensions ne faiblissent pas entre la Chine et Taïwan. Depuis 2 jours, Pékin entreprend des exercices militaires autour de l'île en représailles à la visite sur place de la présidente de la Chambre des représentants américains. Hier, 22 avions de combat chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise, car pour Pékin, ces manœuvres sont légitime et nécessaire. Et en France, allez-vous me dire, eh bien en France, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi estimé que le déplacement de Nancy Pelosi à Taïwan était une provocation, et sur son blog, il a dénoncé la politique internationale des États-Unis. On a repéré quelques extraits de ce qu'il écrit sur ce blog. Quelle que soit l'ampleur et le niveau des critiques qui peuvent être adressées au gouvernement chinois, dit Jean-Luc Mélenchon, nous devons refuser de cautionner la guerre à la Chine pour satisfaire les vues des USA sur Taïwan. Si j'avais été élu, j'aurais tenu ce raisonnement avec le gouvernement américain. Il prend la défense de la République populaire de Chine. On parle beaucoup de la France insoumise ces derniers jours. Décidément, encore un nouveau sujet qu'on peut commenter ou condamner d'ailleurs. Pour rester dans le thème de la Chine, il y a un proverbe chinois qui dit que ce n'est pas celui qui a la meilleure voix qui parle le mieux. Voilà, Jean-Luc Mélenchon essaie de s'attirer un peu de lumière pendant l'été, dans une période où il est un petit peu dans le creux de la vague. C'est une polémique qui, à mon sens, peut être dangereuse, parce qu'il mieux vaut ne pas s'amuser à tirer la queue du tigre. La Chine ne rigole absolument pas sur la problématique de Taïwan. C'est une question diplomatique qui érode nos relations depuis des années. Le général de Gaulle lui-même avait commencé les premiers pourparlers sur la question de Taïwan par rapport à la Chine. Ce qui est certain, c'est que la Chine, en remerciant après par la suite, par un tweet, Jean-Luc... Alors justement, je voulais vous le montrer, mais on va le voir tout de suite. Effectivement, c'est l'ambassade de Chine en France qui dit merci à Jean-Luc Mélenchon de défendre cette vision d'une Chine unie et entière. Voilà, vous le voyez. Merci à Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Car en fait, depuis les années 50-45, la Chine rêve de cette Chine unifiée, de ce qu'ils ont appelé l'empire du milieu, qui reprend Taïwan. Après, si on doit faire un petit pas de côté et donner moins crier la liste sur Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France a toujours eu une position très nuancée sur la Chine unie. Par exemple, la France est un des premiers pays à avoir ouvert une ambassade en Chine, alors que la question de Taïwan était sur la table au point de vue diplomatique. Donc je pense que c'est une problématique qui ne se résout absolument pas par blog ou par article ou par déclaration, par petites phrases. On a d'excellents diplomates, c'est leur problématique. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, vouloir faire son beurre sur une situation explosive, montre sa capacité à gouverner
qui est somme toute contestable. Alors, pour revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, il dit aussi que Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Évidemment, il fait ce rappel historique. Le premier gouvernement alors national dictatorial de l'île, celui de Chiang Kai-shek, prétendait d'ailleurs reprendre le contrôle de la Chine continentale. Émeric Guisset, c'est vrai que ce sont des sujets délicats. On le dit, la position de la France est connue. Personne n'a envie de se fâcher avec la Chine non plus. Et c'est pour ça qu'on garde une réserve du côté de l'Occident, même si on déplore officiellement ces manœuvres militaires, cette menace constante qu'exerce Pékin sur Taïwan. Officiellement, les États-Unis reconnaissent aussi la politique de la Chine unique. La réalité, c'est qu'en fait, il y a une concurrence à l'échelle du monde entre les démocraties et les autocraties. Et ce conflit-là est incarné de manière encore plus palpable entre la rivalité entre la Chine et les États-Unis. La Chine défend son positionnement, son ambition de faire de Taïwan son territoire et d'avoir sa place dans les relations internationales et de peser de tout son poids maintenant qu'elle est redevenue l'une des premières puissances économiques. Et de l'autre côté, les États-Unis ont reconnu la Chine comme la République populaire de Chine comme l'unique Chine, la politique de Chine unique, mais en même temps, ils ont beaucoup d'intérêt à Taïwan. Ils font preuve aussi d'un double jeu. Et c'est des enjeux très complexes, parce que finalement, c'est une rivalité qui va définir la marche du monde pour le siècle à venir. Et chacun avance ses pions avec un jeu qui est très précis, très complexe. Donc la Chine fait des manœuvres militaires. Les États-Unis par Nancy Pelosi se rendent à Taïwan pour quand même montrer qu'il y a un soutien et défendre leurs intérêts économiques vis-à-vis de Taïwan, leurs intérêts géopolitiques. Et c'est un jeu très complexe où même l'Europe est impliquée. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon s'exprime aussi dessus, parce que c'est un enjeu qui va concerner l'ensemble des pays de la planète, vu l'ampleur des superpuissances qui sont engagées dans cette rivalité. L'ambassadeur de Taïwan en France, qui était notre invité en début de semaine, nous disait qu'effectivement la menace est constante, mais qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Chine avait la puissance pour passer à l'action. On sait que c'est un objectif. La Chine qui d'ailleurs annonce à l'instant, on l'apprend, mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur de multiples dossiers. Donc on le voit effectivement, il s'agit d'un jeu de pression de tous les côtés et peut-être d'une escalade qu'il faut surveiller. Escalade, non, on va peut-être pas aller jusque-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'alarmer pour beaucoup, alors que pour l'instant... Ça reste de la pression diplomatique. Ça reste pour l'instant de la pression diplomatique, avec quelques exercices militaires qui font partie, qui sont une composante de la pression diplomatique. Non, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas surprenant. Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon se reconvertit visiblement en expert diplomatique ou en expert en géopolitique, parce qu'il n'est plus personne, Jean-Luc Mélenchon, en réalité. Il dit si j'avais été élu, mais il n'est même pas député. Donc, au nom de quoi Jean-Luc Mélenchon parle? Il ne s'est pas présenté, surtout. C'est même pas qu'il n'a pas été élu, c'est qu'il aurait dû. Il n'a pas été élu Premier ministre, alors que visiblement c'était le mot d'ordre de la campagne. Il n'a pas été élu député puisqu'il ne s'est pas présenté. Donc Jean-Luc Mélenchon parle au nom de Jean-Luc Mélenchon, c'est super, mais bon, à part ça, il se cherche peut-être de nouveaux copains dans le régime chinois, qui est quand même un régime communiste et un régime fondé sur la technosurveillance. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Le régime chinois, c'est quelque chose qui est très très loin de la démocratie. C'est même pas juste une autocratie, on est proche en réalité d'une logique quasi dictatoriale. On l'a vu avec les enfermements de population à Shanghai, l'apport de nourriture par drone et la surveillance par QR code et caméra thermique. Donc la Chine, c'est quelque chose qui est c'est un modèle qui est très inquiétant. Donc voir Jean-Luc Mélenchon comme ça faire des appels du pied au régime chinois, je ne sais pas pourquoi, pour peut-être avoir les félicitations de Lu Shai, l'ambassadeur de Chine, qui explique que Taïwan c'est la Chine depuis l'Antiquité, c'est son droit, ils peuvent le penser, c'est un sujet très complexe, on ne peut pas rentrer dedans maintenant. Mais voilà, c'est toujours surprenant en fait de voir ce genre de déclaration et de prise de position de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, sur la question de fond, sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis, chacun joue sa partition, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intérêts géopolitiques dans le Pacifique, qui est une zone qui intéresse quand même beaucoup les États-Unis, parce qu'on parle toujours de l'influence des États-Unis en Europe, mais dans le Pacifique, ils sont beaucoup plus présents en réalité. Donc quand on voit Pelosi vouloir aller, est-ce que c'est une erreur diplomatique? Je ne sais pas. Je ne suis pas à leur place. C'est sans doute plutôt très stratégique parce qu'ils ne font pas les choses au hasard. Voilà, ils ne font pas les choses au hasard. Je ne pense pas tant que ça que ce soit une erreur. Ils n'ont pas sorti ça du chapeau et inventé. Quand la Chine menace en disant si vous y allez, on fait des représailles, ils ne peuvent pas reculer parce que sinon ce serait donner raison à la première menace venue. Donc ils y vont. La Chine se trouve bien embêtée parce qu'à part quelques représailles très théâtrales avec des lancers de missiles et des pénétrations dans l'espace aérien, ce qu'ils faisaient déjà avant d'ailleurs, parce que c'est régulier, la pénétration d'avions de chasse chinois dans l'espace aérien taïwanais, c'est pas nouveau, sauf que maintenant on a mis toutes les caméras du monde dessus. Donc voilà, ça va rester pour le moment en tout cas, sur un échange de pression diplomatique. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait intérêt à ce que ça aille au clash. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette situation, c'est que c'est un retour du passé.
Dans les années 90-2000, les guerres, elles étaient idéologiques. On allait combattre le terrorisme en Afghanistan, combattre le terrorisme en Irak. Là, avec l'Ukraine qui veut récupérer la Crimée et le Donbass, la Chine qui veut récupérer Taïwan, on revient sur des guerres de frontières, des guerres de territoire, ce qui était un peu l'apanage du Moyen-Âge. Et là, en 2022, on se rend compte que là où on aurait pu penser que le monde c'était bon, c'était acté, il y avait des frontières reconnues par toutes et tous, pas du tout. Et là, on se rend compte que des pays comme la Russie, comme la Chine, des puissances économiques, militaires, géopolitiques, décident de rentrer dans le concert des nations avec une volonté féroce de récupérer des territoires. C'est pour ça où je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. C'est qu'ils ont tout intérêt à montrer les muscles et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que c'est une question idéologique. C'est une question de patriotisme, de souveraineté. Quand vous demandez à un Chinois dans n'importe quelle ville de Chine, il vous dira que Taïwan, c'est la Chine. Comme vous pouvez demander à de nombreux Russes, la Crimée, c'est la Russie. Pour toujours reprendre l'expression du passé, il y a eu combien de guerres pour récupérer l'Alsace-Moselle ? Sur le continent européen, on s'est toujours battu pour récupérer nos territoires. Donc pourquoi est-ce que nos petits voisins d'Asie ou d'Eurasie ne feraient pas la même chose ? Xavier Leguet, vous évoquiez l'appréciation ouvertement plébiscitée par Jean-Luc Mélenchon de lien avec certains dictateurs ailleurs dans le monde. Cette relation, elle n'est pas nouvelle et c'est justement ce que va nous rappeler Alexis Vallet par ce petit reportage, en tout cas commentaire des différentes relations entretenues par Jean-Luc Mélenchon et certains dirigeants mondiaux. Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élue américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France. Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle. 3 ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation. Thomas Carpenini. Ah oui, et puis Émeric Guisset, il ne faut pas que j'oublie Émeric Guisset, pardon, tellement discret, on ne l'a pas entendu sur le sujet. Non, Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas qu'il se trompe en termes d'époque. Jean-Luc Mélenchon a été porté idéologiquement par un sentiment anti-américain très fort, d'où ses différents soutiens à Cuba et ce qu'on peut constater. On est en train de vivre un retour du tragique, un changement d'époque, et finalement, la doctrine de la fin de l'histoire de Fukuyama n'est plus la bonne, et on est plutôt sur un choc des civilisations. Et dans ce choc-là, le vrai clivage, c'est celui entre les autocraties et les démocraties. Jean-Luc Mélenchon ferait une erreur s'il tombait dans le camp des autocraties plutôt que de défendre la démocratie libérale, qui est notre héritage des Lumières et qui doit être défendue. Donc, sur le cas de la Chine, il a raison sur la politique unique en termes de déclaration, mais ces différents alignements idéologiques et les différents déplacements qu'il a pu faire par le passé peuvent laisser des doutes sur les raisons de son soutien à la Chine appuyé comme on a pu le constater. Entre Chavez, Castro, Poutine et maintenant Xi Jinping, on doit bien s'amuser au soirée de Jean-Luc Mélenchon. Ça doit être un sacré groupe de copains. Non, là vous avez raison, c'est que Jean-Luc Mélenchon est dans une constante. Que ce soit, quel est le déterminant commun, quel est l'axiome de départ de toutes ces prises de position, que ce soit sur l'Amérique latine, la Russie ou la Chine, c'est son attaque, son anti-américanisme primaire. Souvenez-vous aux universités de la France Insoumise, je crois il y a quelques années, où il avait dit que la première menace, la première cause de nuisance dans l'Amérique latine, c'était l'impérialisme américain. Et c'est là où je vous rejoins totalement. Jean-Luc Mélenchon n'a pas mis à jour son logiciel idéologique. Il est encore dans une forme de guerre froide où l'oncle Sam représente la menace pour le petit prolétaire. Et il préfère aujourd'hui défendre certains régimes autocrates que s'allier ou du moins donner des gages à Joe Biden, qui est quand même un président qu'on ne peut pas qualifier de rétrograde ou de réactionnaire, parce qu'il refuse de mettre à jour son logiciel de pensée.
Oui, j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on est un peu, avec ce genre de sujet, pris en otage, et Jean-Luc Mélenchon fait partie en fait des preneurs d'otages. C'est-à-dire que si on a une position quelque peu modérée sur la question, c'est-à-dire qu'on peut par exemple se poser des questions sur l'intérêt pour nous Français d'être un soutien fervent des États-Unis et de l'hégémonie américaine, on peut se poser des questions sur l'utilité de l'OTAN aussi, et sur le rôle de l'OTAN dans la situation mondiale et dans les conflits mondiaux. C'est pas pour autant qu'on est obligé de prendre parti forcément pour l'autocratie poutinienne ou le communisme chinois. Donc, et Jean-Luc Mélenchon, lui, il participe de ça puisqu'il prend une position ferme en réalité, comme il avait fait d'ailleurs avec la Russie avant de rétropédaler légèrement en voyant que ça passait pas très bien, puisque finalement défendre la Russie, c'est quand même pas un pays qui attaque un État souverain, qui agresse un État souverain, c'est quand même très compliqué à défendre. Donc là, dans la question chinoise, il n'y a pas encore d'agression. Si la Chine agresse Taïwan et qu'il y a un conflit entre la Chine et Taïwan, on verra la position de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il dira « je me suis trompé, pardon » ou est-ce qu'il continuera? Mais en tout cas, il ne faut pas se laisser prendre en otage, et c'est des questions qui sont beaucoup plus subtiles que ça pour avoir des positions trop manichéennes. Il nous reste 8 minutes et en cette fin d'émission, avec vous messieurs, puisqu'elle se poursuit après avec d'autres invités, loin de moi l'envie de ternir les vacances de nombre de nos téléspectateurs. Nous sommes évidemment encore en plein été, mais la rentrée scolaire se profile déjà à l'horizon. Retour à l'école, au collège ou au lycée dans moins d'un mois, et c'est peu dire que le moral au sein de l'éducation nationale est au plus bas. La pause estivale est aussi le moment de la remise en question pour certains enseignants qui déplorent des salaires trop bas. Certains décident d'ailleurs de jeter l'éponge et de partir dans le privé, non pas dans des écoles privées, mais dans des entreprises de soutien scolaire, par exemple, qui leur permettent d'être mieux payés sans avoir à gérer une classe entière. Explication d'Arthur Muriot. Zacharia, on va corriger l'exercice donc avec le calcul sur les aires. Un cours de mathématiques en ligne et personnalisé. Seulement un élève face à un professeur. C'est ce que propose cette entreprise de soutien scolaire. Un moyen de mieux apprendre pour ce collégien. On a une structure pour nous, un peu. Le professeur peut vraiment s'intéresser et prendre le temps à bien nous expliquer. Pour les professeurs, alors que le salaire moyen oscille entre 1 500 € et 1 800 € dans l'éducation nationale, cette société leur offre une meilleure rémunération. Mon salaire est de 2 500 € par mois. Et on sait très bien qu'un professeur qui va être bien dans sa peau, et forcément ça s'accompagne d'une bonne rémunération. Mieux rémunérer les enseignants et leur promettre un meilleur environnement de travail, c'est la promesse de cette entreprise de soutien scolaire. On a nos meilleurs profs qui sont à plein temps, on a des profs qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Donc bon, ça reste confortable par rapport au secteur de l'éducation nationale. Et même en termes de qualité de travail, c'est plus agréable de travailler en petits groupes parce qu'on est plus proche des élèves, il n'y a que 4 élèves maximum. Donc forcément, c'est beaucoup plus agréable que de suivre une classe de 30 élèves. L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi. Thomas Carpellini, on vient de l'entendre, des enseignants payés le double de ce qu'ils gagnent dans le cadre de l'éducation nationale. Ça devrait alerter le nouveau ministre de l'Éducation. Il est temps de changer les choses, sinon les désertions vont se poursuivre. Et dites-vous que même en étant payés le double dans le privé, ils gagnent toujours moins que ce que gagnent leurs homologues dans le public en Allemagne ou au Danemark. C'est-à-dire que des pays économiquement semblables à la France, pas surpayent, payent décemment leurs enseignants, quand en France, on les sous-paye littéralement. Évidemment, c'est quand tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise, quand vous avez des enseignants qui touchent... je crois que depuis 1960, leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Le gel du point d'indice est tout récent, ils ne connaissent pas de grandes augmentations, ils ont un statut social qui est de plus en plus compliqué, ils ont des classes qui sont de plus en plus compliquées à gérer. Eux, ils se sont engagés, pas pour l'argent. Il faut être honnête, les enseignants, ils sont un sacerdoce. Ils portent en eux, peut-être plus que d'aucun autre, une part intime de la République. Cette dimension sociale, du transfert, du partage. Ce rôle d'instruire nos enfants, de créer des citoyens dans la nation, des hommes dans la cité, pour reprendre Aristote. Mais quand aujourd'hui, ils voient qu'ils sont sous-payés, que leurs conditions de travail sont dégradées, que vous devez, en plus d'être policier, vous devez être enseignant, vous êtes policier, infirmier, babysitter, assistante sociale, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, à un moment, l'appel du pied du privé ne peut être qu'on ne peut pas, c'est difficile de ne pas y succomber. Votre lapsus est révélateur, ça craquelle d'un peu partout dans l'ensemble de la fonction publique en France aujourd'hui, Marc Guisset. Quand l'État est défaillant, les sociétés privées suppléent l'État. C'est le phénomène auquel on assiste. On a une crise de sens, crise d'éducation nationale vis-à-vis des professeurs, où on n'arrive plus à recruter. C'est vraiment un problème majeur, puisque on s'aperçoit que le niveau des élèves baisse de plus en plus. D'année à année, on a les classements PISA qui sont de plus en plus catastrophiques, alors que justement, on est dans un niveau qui devient de plus en plus élevé parce qu'on est dans une compétition mondiale d'un point de vue de l'éducation. Qu'aujourd'hui, pour trouver un emploi, on n'est pas seulement en concurrence avec les personnes de son village, mais
potentiellement avec une personne qui vient de l'autre bout du monde. Et l'enjeu, c'est plutôt comment on fait pour réussir à avoir une éducation d'exception, d'excellence, pour être compétitif à l'échelle du monde, et en même temps ne pas créer des inégalités, parce que si on privatise l'éducation, finalement tout le monde n'aura pas le même accès à l'enseignement, et c'est la fracture et la fin de la promesse républicaine d'une école méritocratique. Et c'est très inquiétant que l'école soit si mal en point aujourd'hui. C'est un enjeu majeur pour redresser le pays. Xavier Leguet, est-ce que la nomination de Pape Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale, est de nature à changer les choses? On sait qu'il a annoncé vouloir revaloriser le salaire des enseignants en début de carrière. Il parle de 2 000 €, sauf que ceux qui ont 20 ans de carrière derrière eux et qui sont aujourd'hui à 2 000 € tiquent un peu. Ça peut se comprendre. C'est bien beau les belles promesses de ce style. Alors c'est bien, on veut faire plaisir à certains, mais on fera d'autres. On fera des mécontentements chez les autres. Et non, mais Pape Ndiaye, il part du principe en réalité que tout est à refaire dans l'éducation nationale, mais c'est un peu le discours de tous les ministres. Tout en étant dans la continuité de son prédécesseur, a-t-il déclaré? Tout en étant dans la continuité de son prédécesseur, qui malgré tout était apprécié d'une certaine frange de la population, notamment parce que c'était quelqu'un de relativement rigoureux, d'assez sérieux et qui voulait faire les choses. Alors du côté des profs, c'était un peu plus compliqué, mais non, Pape Ndiaye, il a des intentions qui sont louables, quelque part, mais comme tous les ministres de l'Éducation nationale, encore une fois, depuis des années, puisque cette situation-là, elle est révélatrice quand même, quelque part. C'est encore une fois une illustration de quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui sont totalement fracturées déjà en termes de niveau. On a des écoles qui sont totalement fracturées en termes de fréquentation aussi, puisque la carte scolaire qu'on avait mis en place, tous les gens en réalité la contournent. Tous ceux qui ont les moyens de la contourner, la contournent. Donc on crée des écoles où toutes les difficultés se concentrent et des écoles où ça va mieux. Donc on a une école à 2 vitesses. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Et un système dans lequel on envoie au casse-pipe, donc dans les quartiers les plus difficiles, ceux qui commencent leur carrière, de quoi de les dégoûter encore un peu plus rapidement. Et là, vous m'enlevez les mots de la bouche. J'allais dire que c'est exactement comme avec les policiers en début de carrière qu'on envoie dans les quartiers les plus difficiles. Les profs en début de carrière, on les envoie dans les écoles les plus difficiles. Donc forcément, au lieu de mettre des gens, des briscards expérimentés dans les endroits un petit peu compliqués pour pouvoir... Avec des méthodes qui ont peut-être fait leurs preuves, ou en tout cas une expérience qui va leur donner le courage et la force de faire face à ces élèves difficiles. La question de la méthode, c'est aussi quelque chose, parce que quand on voit aujourd'hui les programmes scolaires, quand on voit comment ça se passe, la liberté d'enseigner, elle est quand même compliquée aussi pour beaucoup de profs qui ne peuvent pas tout à fait dire ce qu'ils veulent et qui sont parfois contraints de suivre des chemins qui contestent eux-mêmes. Donc non, il y a énormément de réformes à faire dans l'éducation nationale et on voit, comme l'a dit très bien Aymeric Guisset, que le privé va finir par suppléer le public quand le public n'est plus capable de remplir sa mission et surtout n'en a plus la volonté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement les profs qui vont dans le privé, il y a les enfants. Parce qu'à partir du moment où le quartier, le lycée de secteur ne nous plaît pas, on se rend compte qu'il n'a pas des bons résultats sur Parcoursup, on fait quoi avec notre enfant? Quand on a les moyens, parce que c'est toujours une question de moyens, on le met dans une école privée. Pape Ndiaye a mis où ses enfants? Et pas dans n'importe quelle école privée. Pas dans n'importe laquelle. Prestigieuse. À l'école alsacienne. Glorieuse. Et c'est ça la problématique, c'est que finalement, vous avez entièrement raison, ça va créer une école de 2 vitesses. Les Français populaires, de classe moyenne, de la ruralité, n'ont pas d'autre choix que de subir cette école dévalorisée, sinistrée, quand... les plus hauts revenus, quand la France d'en haut, elle aura les moyens de mettre ses enfants à l'école alsacienne ou sans faire de pub, dans d'autres écoles privées qui, eux, pourront payer décemment leurs profs, qui, eux, pourront faire des classes à 22 élèves, qui, eux, pourront proposer théâtre, anglais, allemand, chinois, latin, grec, j'en passe et des meilleurs. Et là, on crée vraiment une France à 2 vitesses. On attendra la rentrée, évidemment, pour savoir aussi ce qui va être mis en place. On a d'ailleurs appris cette semaine que le protocole sanitaire, notamment, lui, ne sera décidé qu'une dizaine de jours avant. En attendant, profitez de votre été. L'école est encore loin. Vous avez encore un petit mois de vacances. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à la première moitié de l'émission. Dans un instant, j'accueille d'autres invités. Mais on continue nos débats sur l'actualité dans Midi News. À tout de suite.